Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver en ce vendredi 13 décembre sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés dans ce journal. Les débats autour du budget primitif 2025 entre le gouvernement et les élus ont débuté. Nous reviendrons sur les options de la principauté face au déficit prévisionnel. Nous parlerons sport avec la belle surprise en basket pour Monaco en Turquie et nous entendrons le coach de l'AS Monaco FC avant le match contre Reims. Nous vous proposerons une visite guidée de Marétera. Une de nos équipes s'est rendue dans ce nouveau quartier à la rencontre des Monégasques résidents et touristes. Et puis en invité, nous recevrons Bruno Mantovani, le directeur artistique du Festival du Printemps des Arts, nous dévoilera la nouvelle saison imaginée autour du compositeur Pierre Boulez. Nous débutons cette édition avec une question. Comment maintenir la bonne santé de l'économie monégasque en 2025 ? Monaco se retrouve face à un véritable défi, notamment avec la fin des opérations immobilières d'envergure comme Marétera. Il va falloir trouver de nouvelles sources de recettes. Cela tombe bien, hier soir ont débuté au Conseil national les débats autour du projet de budget primitif 2025 annoncé par le gouvernement en déficit de plus de 88 millions d'euros. Le ministre d'État s'est toutefois montré rassurant dans ce contexte incertain. La solidité de nos finances publiques et la force d'adaptation de notre pays et de son tissu économique permettent au gouvernement d'afficher des prévisions encourageantes de recettes, a déclaré en ouverture Didier Guillaume, qui a également annoncé aux élus le lancement en 2025 d'une opération domaniale dite intermédiaire entre 76 et 90 logements du côté de l'avenue Hector Otto. L'économie monégasque reste en effet solide sur ses fondements, en témoignent les chiffres du bulletin de l'économie du troisième trimestre 2024 de l'INSEE publié aujourd'hui. Pour la première fois, le volume global des échanges commerciaux dépasse les 3 milliards d'euros et les 65 000 emplois sont atteints après une hausse de près de 5%. Ouvrons une page sport avec du basket d'abord et les Monégasques ont sorti le grand jeu en Turquie en s'imposant 99-69 face au Fenerbahçe hier soir. Une nouvelle prestation XXL pour cette 15e journée d'Euroleague après la victoire au Panathinaïkos la semaine dernière, portée par un Mike James des grands soirs, 21 points, 5 passes, 2 rebonds. La Roca Team a livré un véritable récital du début à la fin, en imposant aux Turcs leur plus large défaite de la saison. Souvent fébriles en défense depuis le début de la compétition, les Rouges et Blancs ont su rassurer des deux côtés du panier. Ils envoient un message fort à leurs futurs adversaires en s'emparant de la 2e place d'Euroleague à seulement 2 points de Paris. L'équipe portée par Spanoulis affiche clairement ses ambitions au titre avant son prochain rendez-vous demain à 20h30 avec la réception du Portel en Betclic Elite. L'actualité autour du ballon rond cette fois avec le déplacement à Reims pour l'AS Monaco FC demain pour le compte de la 15e journée de Ligue 1. Un match ô combien important pour les joueurs d'Adi Hutter. Les Monégasques actuellement 3e comptent 5 points de retard sur le leader PSG. Ils affronteront Paris justement mercredi prochain. En attendant, il s'agit de rattraper leur retard juste avant la trêve hivernale. First of all, when we want to go closer to Paris, we have to win this game in Reims. That's the first thing what we have to do. This is our task for the game tomorrow, and then we will see. But you're right that we are an ambition club, that our players are ambitious, that the coach is ambitious for sure. But first of all, after the defeat in Arsenal, it's the most important thing. It is we have the freshness for this game tomorrow, and it's a tough game. Also, they have their qualities at home, and also we have to give a. Or we have to bring a good performance. Coup d'envoi du match à 21h. C'est grâce à son engagement en faveur du basket, du football et de bien d'autres disciplines que Monaco vient d'être désigné capitale mondiale du sport 2025. La principauté succède ainsi à la ville de Sofia en Bulgarie avec ce label qui reconnaît la politique du gouvernement envers le développement et la promotion du sport. Sur l'image que vous voyez, l'ambassadeur de Monaco en Belgique, Frédéric Labarrère, s'est vu remettre hier à Bruxelles le drapeau symbolique de l'Association des capitales et villes européennes du sport, organisation reconnue par la Commission européenne et partenaire officiel de l'UNESCO. Monaco à l'international toujours avec ce déplacement à Andorre. Valérie Bruel-Melchior, ambassadeur de la principauté de Monaco, a présenté ses lettres de créance à l'archevêque Johann Henrik Vives Sicilia, coprince épiscopal d'Andorre. Cette rencontre était également l'occasion de rappeler les liens profonds qui unissent les deux principautés, tant par l'amitié que par le partage de leurs valeurs.
Entrepreneurs, politiques, magistrats, experts comptables ou encore universitaires, ils étaient réunis ce matin autour d'un colloque sur le droit des entreprises à Monaco, organisé au One Monte-Carlo par l'Institut monégasque de formation aux professions judiciaires. Il s'inscrit à la fois dans l'actualité française et monégasque, comme nous l'explique Vanessa Dessy sur des images de Jean-Alexandre Dordet. Dans un contexte où la principauté cherche à renforcer son attractivité internationale, ce colloque met en lumière les enjeux de gouvernance, de conformité et d'innovation. L'objectif, adapter les structures juridiques aux besoins croissants des investisseurs, tout en préservant les spécificités du cadre monégasque. Un rendez-vous clé pour façonner l'avenir économique et juridique de Monaco. Et le droit des sociétés, c'est le premier outil dont on peut disposer en matière de lutte contre le blanchiment, financement du terrorisme bien entendu, par les sociétés qui peuvent s'interposer, faire écran pour éviter que l'on ne retrouve l'origine des fonds qui sont utilisés. Un droit des sociétés modernes, beaucoup plus transparent, beaucoup plus souple, permettra, je l'espère, de contribuer à la lutte sur laquelle, comme vous le savez, le gouvernement monégasque et le secrétaire d'État à la justice sont fortement engagés depuis maintenant plusieurs années et pour moi depuis plusieurs mois. Véritable pilier de l'économie monégasque, la Société des Bains de Mer s'illustre par sa capacité à s'adapter aux évolutions du droit des sociétés. Avec un modèle de gouvernance exemplaire, elle conjugue tradition et modernité afin de répondre aux exigences réglementaires en garantissant sa place stratégique. La SBM se doit d'être exemplaire parce qu'elle est évidemment détenue majoritairement par l'État monégasque, parce qu'elle a le monopole des gens en principauté et parce qu'elle est aussi le premier employeur privé à Monaco avec 5000 salariés en période de haute activité. C'est une donnée incontournable aujourd'hui, il faut donc en faire un atout. Donc la conformité est indispensable pour bien sûr prendre notre part pour aider le gouvernement princier à sortir rapidement de la liste grise. Et donc il faut se dire que cette contrainte doit devenir un atout. Nous devons être notamment le casino le plus exemplaire au monde en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Nous sommes le plus contrôlé au monde et c'est très bien ainsi. Et nous avons fait d'énormes efforts. Et je crois pouvoir vous dire aujourd'hui effectivement que nous sommes certainement parmi les tout premiers casinos au monde dans la lutte contre le blanchiment. Ce colloque souligne donc l'importance d'adapter les cadres juridiques aux besoins des entreprises en protégeant les spécificités locales. Les échanges riches et constructifs témoignent ainsi d'une volonté commune d'innover tout en consolidant les fondations d'une économie solide et durable. On l'évoquait en début d'édition, inauguré en grande pompe le 4 décembre dernier, c'était il y a 10 jours. Depuis, Mare Terra accueille ses premiers habitants et promeneurs. Comment s'approprie-t-il ce nouveau quartier gagné sur la mer et qu'en pense-t-il? Gaëtan Lebrun et Sylvain Péroumal sont allés à leur rencontre et nous proposent au passage une petite visite guidée. Mare Terra, le nouveau quartier de luxe de la principauté, se veut être un exemple d'urbanisme et de développement. Construit sur la mer, cette extension compte devenir un réel atout pour la principauté, autant sur le plan économique que social. 6 hectares de terre construits sur la mer, 110 appartements, 10 villas, des jardins luxueux où près de 6000 arbres ont été plantés durant les 10 dernières années. Mare Terra, c'est tout ça. On dit souvent que la beauté n'a pas de prix, et c'est souvent le cas, mais pour ce nouveau quartier de Monaco, il faudra compter sur des prix avoisinant les 150 000 € le mètre carré. Un budget démesuré pour certains, mais que d'autres verront comme un investissement, tant Mare Terra vise à devenir un lieu de vie et de partage. Mais en premier lieu, c'est le côté esthétique que les touristes et promeneurs quotidiens affectionnent le plus. On regarde ça, c'est une ambiance magique. Ça rend Monaco vraiment autant moderne, on peut comparer par exemple à Dubaï, ou à des endroits comme ça qui ont cet esprit de modernité et de luxe. Donc voilà, il faut juste regarder et on va rester impressionné par la beauté de ce nouveau projet qui va rendre Monaco de plus en plus luxueux et apprécié, je pense, au niveau international. I wasn't sure if I was going to like it. Obviously I've seen it grow up in the last 7 years, but now it's my first visit and I'm very impressed. They've done a great job. It's got a lovely feel to it. Nice materials, so yeah, I like everything about it. C'est vrai qu'on a une vue qui est quand même dégagée, qui est vraiment super sympa, avec vue sur le port Hercule. Après, les bâtiments sont plutôt jolis. Enfin, après, ça reste
une question de goût. Les bassins d'eau sont assez sympas. Après, bon, c'est peut-être un peu d'espace perdu, mais dans l'ensemble, c'est quand même assez esthétique et très moderne. Avec ses jardins, ses grandes allées luxuriantes, ses grandes places, ses fontaines à débordement, Mare Terra se revendique comme un lieu de calme et de sérénité où les promeneurs peuvent tout simplement venir profiter et se couper du monde l'espace d'un instant. J'ai fait une visite, c'est la première fois que je vois le quartier. J'ai vu l'inauguration et je pense que c'est incroyable. C'est joli, c'est un lieu qui te donne de la sérénité, c'est un gros projet. Et en plus, on pense que là, il y avait toute la mer et maintenant, il y a cet immeuble, vraiment une chose magnifique. De nombreux bars et restaurants vont ouvrir prochainement autour du port de Plaisance afin d'attirer du monde et de faire de Mare Terra un lieu de partage et de fête pour tous les Monégasques. Parlons musique à présent avec un rendez-vous incontournable des mélomanes pendant un peu plus de 6 semaines à l'arrivée des beaux jours. Du 2 mars au 17 avril prochain précisément aura lieu la 41e édition du Festival du Printemps des Arts. Pour en dévoiler les contours, nous recevons ce soir le directeur artistique de l'événement, Bruno Mantovani. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, un petit point sur la saison qui vient de s'écouler et qui était marquée, on le rappelle, par un anniversaire, les 40 ans du festival. Oui, c'était une saison assez exaltante qui était un peu la dernière saison de premier triptyque que j'avais orienté sur l'évolution stylistique, c'est-à-dire l'évolution d'un compositeur, comment son langage évolue entre le début et la fin de sa production. Ça a été une saison qui a été aussi marquée par la gratuité pour les moins de 25 ans, avec énormément de jeunes publics qui est venu voir le Printemps des Arts, donc un anniversaire en jeunesse pour une institution quadragénaire, mais qui est évidemment encore très jeune. Que pouvez-vous dire sur la nouvelle saison en 3 mots ? Alors la nouvelle saison 2025, c'est l'année du centenaire de Pierre Boulez. Pierre Boulez était un compositeur, bien sûr, un chef d'orchestre, un polémiste, un directeur d'institution, un commentateur, un transmetteur. Et il me semblait très important de faire un portrait un peu à 360 degrés de ce monument de la musique moderne, de cet homme qui a révolutionné le langage musical, mais pas uniquement, qui a été aussi un acteur totalement inclus dans la vie de la cité musicale, que ce soit en France, mais aussi aux États-Unis, mais aussi en Allemagne. C'est un musicien dont j'ai été très proche humainement, qui nous a quittés il y a maintenant 9 ans. Et j'ai trouvé que, voilà, il avait un attachement très particulier pour la Principauté, où il avait donné quelques concerts dans le cadre du Printemps des Arts. Et voilà, cette idée s'est imposée à moi pour l'édition 2025. Et quels seront les temps forts, les rendez-vous peut-être un peu surprenants aussi cette année ? Alors on est très honoré d'avoir la présence parmi nous de grands interprètes. Je pense notamment à l'Orchestre symphonique de la BBC de Londres qui donnera 2 concerts. Boulez avait été le directeur musical, c'est-à-dire le chef d'orchestre principal de cet orchestre à la fin des années 60. Donc 2 concerts absolument exceptionnels. Nous aurons évidemment un retour aussi par exemple de la collaboration avec les ballets de Monte-Carlo, et j'en suis très heureux. On aura aussi des œuvres qui sont rarement données en Principauté. Je pense à la 8e symphonie de Bruckner, qui est un monument, une cathédrale sonore, qui est la dernière grande symphonie que Pierre Boulez a travaillée et enregistrée par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, dirigé par Jukka-Pekka Saraste. Et puis des cartes blanches au Quatuor Aquilone, à Hervé Célin, pianiste de jazz, de culture classique, donc qui établit des passerelles entre les deux mondes. Et puis évidemment pas mal de concerts un petit peu plus expérimentaux, notamment avec la venue de l'IRCAM, l'Institut de recherche coordination acoustique musique, qu'a créé Pierre Boulez et qui permet aux ordinateurs de transformer en temps réel les sons qui sont émis par des instrumentistes. Et s'il y avait un spectacle à surtout ne pas manquer, ce serait lequel selon vous ? C'est impossible pour moi, c'est comme de demander si vous avez plusieurs enfants, lequel vous préférez. Je crois que si on veut bien comprendre qui était Pierre Boulez, il faut venir à tout le festival, du premier au dernier concert. Et là, on aura un portrait totalement exhaustif, peut-être pas exhaustif, mais en tout cas assez large, d'une personnalité qu'on ne peut vraiment pas résumer en une seule soirée. Quels seront les lieux un peu inédits que vous allez investir cette année ? Alors, on n'a pas particulièrement de lieux inédits. Nous avons la galerie Hauser & Wirth, par exemple, qui nous accueille. Nous avons évidemment l'auditorium, le théâtre Princesse Grasse, tous ces édifices qui font que ce festival est itinérant. Le théâtre des variétés, par exemple. On est, si vous voulez, le festival est toujours à la recherche de lieux, puisque nous n'avons pas de lieu véritablement qui est attribué au festival. Mais d'ailleurs, c'est intéressant pour nous, par exemple, de présenter les mêmes interprètes dans 2 lieux différents. D'avoir un interprète qui joue un jour au One de Monte-Carlo, puis le lendemain à l'Opéra, ça donne finalement 2 éclairages très différents sur un même musicien. Nous, ce qui compte, c'est surtout la diversité, de ne jamais être prévisible et de ne jamais lasser le public.
Et on a vu en 2024 aussi ces dialogues entre différents arts ou moyens d'expression avec par exemple l'organisation d'un dîner en musique avec le chef Yannick Aleno. Est-ce que vous allez continuer dans cette voie ? Alors on a un dîner cette année sur la scène de l'opéra, mais qui n'est pas aussi scientifiquement artistique, si je puis dire, parce qu'il ne s'agit pas de faire des accords entre une œuvre musicale et un plat. Mais il est fort possible, sans vouloir déjà parler des éditions futures, qu'un projet avec Yannick Aleno renaisse dans les années futures. Je n'ai pas envie déjà de vous dévoiler ce qui va se passer en 2026 et en 2027, mais l'expérience avait été très fructueuse et nous y pensons déjà bien évidemment. Merci beaucoup Bruno Mantovani d'avoir été avec nous. Merci infiniment à vous. L'esprit de Noël s'est emparé des commerces de la Principauté. L'Union des commerçants et des artisans de Monaco organisait son apéro shopping de l'Avent hier soir dans le quartier de la Condamine. Une vingtaine de boutiques proposaient à leurs clients, entre deux essayages, de partager un moment autour d'une coupe pour célébrer l'année écoulée et se souhaiter le meilleur pour l'année à venir. Retour en images avec Alban Gingembre et Marie-Ève Béé. On fait aussi quelques promotions, une coupe de champagne, faire participer les clients aussi et leur offrir un peu de Noël, un peu de magie. On essaye la clientèle de l'appeler, de la faire venir, de s'en occuper, de faire un bon service à nos clients. D'inciter le commerce local et aussi de faire venir tous nos clients de Monaco, quoi. Et c'est une petite fête avant Noël, quoi. Ça fait plaisir aussi d'offrir quelque chose avant Noël à nos clientes et nos clients. Une idée sortie culturelle pour les prochains jours. La Camille Art Gallery met en lumière l'artiste espagnol Fernando Martinez. Ses plus belles peintures, mais aussi de nombreux textes et chansons au goût satirique et humoristique sont à découvrir avenue Princesse Grace. En voici un avant-goût avec Gaëtan Lebrun et Thomas Deus. Du lundi au samedi de 10h à 19h30, vous pourrez découvrir l'exposition Los Colores de las Ideas du peintre Fernando Martinez Garcia. FMG s'inspire des grands peintres espagnols comme Picasso ou Dali pour créer des œuvres alliant tradition et modernité. Topographe de métier, Fernando utilise son amour des couleurs et des formes géométriques pour créer des œuvres vibrantes et capter l'attention du public. Je ne les vois pas comme peinture, je vois une énergie et une histoire qui sort de ces peintures. Et il ne prépare pas ses toiles. C'est une énergie. Quand ça commence, il y va jusqu'au bout. C'est instantané. C'est une énergie qui vient sur les toiles. Il y a ce côté perspective, ce jeu de couleurs. Tout est beau. On aime tout en lui. Son personnage, son travail, son charisme. Amateur d'art abstrait, Fernando Martinez Garcia est un artiste pluridisciplinaire. Il utilise l'écriture, la peinture et la musique comme moyen d'expression. En parallèle de sa carrière d'artiste peintre, FMG a publié près d'une trentaine d'ouvrages et écrit plus de 400 chansons. Il est aussi bon en peinture, qu'en sculpture, qu'en dessin. Il vit avec son art. Son oxygène, c'est son travail. Son travail qui est donc à découvrir jusqu'au 12 février prochain. On retourne au marché de la Condamine où Monaco a célébré la Corse hier soir. Vous le savez, la Principauté est jumelée à Luciana depuis 15 ans maintenant. Cette soirée était donc l'occasion de marquer cet anniversaire avec au programme un concert de chant corse, des dégustations et vente de spécialités culinaires de l'île de Beauté. Passons à vos prévisions météo et c'est avec vous Alban Gingembre, bonsoir. Peut-on s'attendre à une amélioration dans le ciel demain ? Bonsoir Sarah, bonsoir à tous. Oui, tout à fait, malgré un ciel qui restera assez nuageux, on peut s'attendre à quelques éclaircies demain après-midi en Principauté. Toujours un peu de vent mais pas de pluie et les températures fluctueront entre 9 degrés le matin et jusqu'à 13 degrés l'après-midi. Et en ce samedi 14 décembre, nous fêterons les Odile. Merci Alban, c'est la fin de cette édition, mais restez bien avec nous pour l'après-JT. Il est consacré aux grandes tendances en matière de design d'intérieur. Quant aux photos qui vont suivre, elles nous replongent au cœur de la présentation de la prochaine saison du Printemps des Arts. Cet instant immortalisé par Manuel Vitali au Théâtre Princesse Grace s'est déroulé en musique forcément. A tout de suite.